Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 25 novembre 2024. Oui, alors j'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui. D'abord, il n'y a pas eu de Swiss Bliss ce week-end parce que j'ai eu 2-3 petits problèmes de retour depuis la Belgique. Enfin, ça c'est pas très grave, mais enfin, j'ai pas eu le temps de tourner ce week-end. Donc je me rattraperai, vous inquiétez pas, je me rattraperai. J'y reviendrai à la fin de cette émission. Mis à part ça, eh bien, on va avoir une semaine assez intéressante. Calme, courte, j'espère intéressante quand même, parce que pour l'instant, ça risque d'être un tout petit peu tronqué, puisque jeudi, ce sera Thanksgiving aux États-Unis et que vendredi, ce sera Black Friday. Alors, les marchés seront fermés jeudi et ça fermera plutôt vendredi après-midi. Donc autant vous dire que depuis mercredi midi jusqu'à la semaine prochaine, ça risque d'être très calme. Alors bien sûr, c'est les marchés américains, mais comme d'habitude, quand les Américains sont pas là, chez nous, c'est pratiquement pire, même si on est ouvert. Donc du coup, on va avoir très peu de choses à se dire, mais et d'ici là, il y aura quand même 2-3 trucs à discuter avant la séance de Thanksgiving. Donc oui, vous le savez, jeudi, c'est la dinde, tout ça, ils vont tous retourner en famille, mettre des pulls moches et des bonnets moches pour dire merci à tout le monde, merci pour cette année boursière exceptionnelle, merci parce que si ça se trouve d'ici là, le Bitcoin sera à 100 000 $. Alors oui, bien sûr, le Bitcoin, c'est le sujet du moment. On pense que monsieur Gary Gensler va être remplacé par quelqu'un qui sera méga pro crypto. On ne sait pas exactement qui ce sera, mais de toute façon, ça ne peut pas être pire que Gary Gensler. Résultat, les cryptos, c'est la panacée. Résultat, normalement, si tout va bien, le Bitcoin devrait casser les 100 000 $ cette semaine. Donc tout le monde n'a les yeux rivés que là-dessus. Qui sera le premier à mettre sur X ou sur LinkedIn, le Bitcoin est à 100 000 $. La casquette, le t-shirt, tout ça. Évidemment, il y a même des sites qui sont en live en permanence pour ne pas rater l'instant où le Bitcoin passera les 100 000 $. Et c'est génial. Mais en fait, en même temps, c'est pas très intéressant parce que quand vous écoutez Michael Saylor, le patron de MicroStrategy, qui a parlé ce week-end, lui, il a un objectif qui est bien plus haut que les 100 000 $ dont on parle aujourd'hui, puisque Michael Saylor, lui, continue d'emprunter de l'argent pour acheter des bitcoins. D'ailleurs, on attend tout prochainement son annonce parce qu'il vient de lever 3 milliards via un emprunt convertible et donc il va acheter ou il a acheté des bitcoins depuis, on ne sait pas exactement, on attend des confirmations. Chose est-il que ce week-end, il a déclaré que selon lui, le Bitcoin irait à, tenez-vous bien, 13 millions de dollars d'ici 2045. Alors oui, je le conçois, 2045, c'est pas demain. Et puis le jour où il sera à ce niveau-là, à 13 millions de dollars, je ne sais pas si j'aurai encore les moyens et l'envie de dépenser tout l'argent que j'aurais fait en Bitcoin. Mais en tous les cas, c'est ce que monsieur Michael Saylor a annoncé ce week-end. Alors, MicroStrategy est en train de devenir la star du moment. D'abord, c'est la meilleure performance de l'année sur les actions américaines. Mieux que Nvidia, elle a explosé ces derniers temps. Et il faut noter aussi que tout le volume, ou une grosse partie du volume qui se traite sur les crypto-monnaies ou sur ceux qui veulent jouer les para-crypto-monnaies, se traite via MicroStrategy, puisque jeudi dernier, pour vous donner un exemple, 50 milliards de dollars ont été échangés sur MicroStrategy et 5 milliards de dollars sur les ETF Bitcoin. Donc on voit que clairement, eh bien, il y a des préférences et c'est vrai que si on regarde la performance brute, eh bien, MicroStrategy monte plus vite, monte mieux, monte plus efficacement que le Bitcoin. Donc ça, c'est le sujet du moment. Quand est-ce que le Bitcoin passera les 100 000 $? Si ça se trouve, là, pendant que je suis en train de tourner la vidéo, il est en train de se rapprocher et d'ici que je la publie ce matin, il les aura probablement pétés à la hausse. Donc du coup, eh bien, on est au milieu de nulle part et tout le monde s'excite sur le Bitcoin parce que c'est le sujet du moment. L'autre sujet du moment, c'est bien sûr Nvidia. Alors Nvidia, depuis mercredi passé, on ne parle plus que de ça. Tout le monde est hyper content parce que les résultats étaient rassurants. D'ailleurs, il y a plein de stratégistes qui sont venus ce week-end pour dire que sur le côté de Nvidia, il n'y avait plus rien à craindre. C'est le dernier truc qui nous retenait et que maintenant, on pouvait vraiment avoir un bull market phénoménal. Donc je ne sais pas ce qu'il fallait avoir jusqu'à maintenant, mais tout le monde est chaud patate. Parce que finalement, Nvidia a publié des résultats qui étaient bons, qui étaient meilleurs que les attentes. Alors évidemment, les esprits chagrins vous diront que oui, c'était bien, mais c'était pas aussi fort que d'habitude. On sait qu'en moyenne, Nvidia bat les attentes de 1 milliard, et là, ils ont battu les attentes seulement de 400 millions. Donc c'est moins bien que d'habitude. Et certains s'en inquiètent. Moi, je fais un peu partie de ces gens-là, mais enfin bref, ça, c'est pas très important. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, beaucoup de gens parlent de cette façon de battre des résultats qui était un petit peu moins spectaculaire que d'habitude.
Mais on est content quand même parce que c'était un peu la dernière épée de Damoclès qui pouvait freiner ce marché, puisque tout va bien. Autrement, on sait bien que la croissance est là, le PIB américain cartonne, l'inflation est sous contrôle, l'emploi est au meilleur de sa forme. Bref, tout le monde il est beau, tout le monde il est content. On vit dans un monde merveilleux. Alors, c'est ce que vous lisez dans les journaux ce week-end. Bon, en même temps, depuis la publication des chiffres, Nvidia a quand même perdu 10 $. C'est pas très grave, c'est une question de temps. Ce qui est assez rigolo, c'est que vous voyez que le S&P 500 est au plus haut de tous les temps, ou quasiment au plus haut de tous les temps. Et de l'autre côté, vous avez toujours ce foutu semi-conducteur index qui ne fait rien du tout. Et moi, je sais pas. On m'a toujours dit c'est un indicateur avancé et pour l'instant, il n'indique pas grand-chose, le semi-conducteur index. C'est le S&P 500 qui indique beaucoup plus de choses. Bref, on est super bullish. Si vous regardez ce graphique-là, c'est les inflows qui ont eu lieu dans les actions américaines ces dernières années. Et vous voyez clairement que cette année 2024, c'est un carton plein puisqu'il y a eu pratiquement plus d'inflows en 2024 qu'en 2022 et en 2023 cumulés. Donc aujourd'hui, les gens sont optimistes, personne ne veut rater ce bull market, la valorisation des marchés est au plus haut de tous les temps, ou en tout cas au même niveau où là où nous étions au l'an 2000, mais c'est pas grave parce que c'est pas pareil, de toute manière, l'an 2000 c'était une autre période et on va pas se prendre la tête avec ça. Donc les gens sont optimistes. On regarde les nouvelles fondamentales et économiques d'un bon œil, même si elles ne sont pas aussi géniales que ça. Les gens sont relativement confiants et contents de ce qui est en train de se passer sur le marché et la priorité n'est surtout de ne pas rater le bull market, même si à droite, à gauche, il y a 2-3 nouvelles qui peuvent inquiéter puisqu'on sait que les stratégistes, il y a 10 jours en arrière, pariaient sur une baisse des taux de 25 basis points lors du prochain meeting de la Fed et qu'aujourd'hui, on approche gentiment des 50% de stratégistes qui pensent qu'il n'y aura rien lors du prochain meeting de la Fed. Ça fait un peu suite aux commentaires de M. Powell qui l'autre jour a dit « il n'y a pas le feu au lac de baisser les taux ». Donc pour l'instant, on est toujours un petit peu scotché au milieu de nulle part. Les marchés sont quasiment au plus haut de tous les temps. Il faut noter que M. Trump, le futur président Trump, a nommé M. Scott Bessent comme secrétaire du Trésor. Donc ce sera le remplaçant de Mme Yellen qui prendra ses fonctions au début du mois de février l'année prochaine. Alors ça, c'était plutôt rassurant. Alors M. Bessent est le patron d'un hedge fund qui s'appelle Key Macro quelque chose. Enfin bref, c'est un gérant de hedge fund et c'est quelqu'un de plutôt modéré qui n'a pas forcément d'ambition politique. Donc il sera surtout là pour essayer de garder une certaine stabilité dans l'économie. Il a confirmé qu'il serait toujours aligné avec les desiderata de Trump, c'est-à-dire les tarifs douaniers et les baisses fiscales. Mais par contre, lui, son boulot, ce sera de maintenir une certaine cohésion et une certaine stabilité économique, ce qui rassure tout le monde. D'ailleurs, ce matin, on lisait déjà en Asie que les Asiatiques étaient plutôt contents de le voir arriver au pouvoir parce qu'ils étaient un petit peu plus détendus au niveau de la violence des tarifs douaniers. Il n'a pas dit qu'il allait faire moitié moins fort que M. Trump, bien sûr, mais néanmoins, comme il est un peu plus modéré que le reste des gens qui ont été nommés jusque-là dans le futur gouvernement Trump, eh bien, on sentait un certain soulagement du côté asiatique. Affaire à suivre, bien sûr. Toujours à propos de Trump, on parle beaucoup des tensions militaires entre l'Ukraine et la Russie, toujours. Bien sûr, on a entendu ce matin que les Français seraient éventuellement prêts à autoriser Zelensky à tirer des missiles longue distance français sur la Russie. Je suis sûr que c'est une très très bonne idée de la part du gouvernement en place en France. C'est vrai qu'ils n'ont pas assez de soucis à l'interne. Et puis à côté de ça, eh bien, ça continue à être relativement tendu. D'ailleurs, on sent que les hostilités montent gentiment. C'est à celui qui tirera le plus gros missile sur l'autre. Et puis pour l'instant, Trump a quand même ouvert la porte aux négociations en demandant urgemment à Poutine et à Zelensky de se rencontrer avec lui pour préparer la suite, la transition et si possible un accord de paix entre les deux pays. Donc on voit qu'ils ne sont pas tout à fait alignés sur les mêmes desiderata, puisque d'un côté vous avez ce qui reste du gouvernement Biden qui continue absolument à vouloir provoquer et remettre de l'huile sur le feu entre l'Ukraine et la Russie, et de l'autre côté vous avez Trump qui fait tout ce qu'il faut, qui essaye en tout cas de calmer le jeu entre les deux pays belligérants. Donc voilà, aujourd'hui on commence une semaine vraiment tranquille, il y a peu ou pas de nouvelles, si ce n'est ce qu'on vient d'aborder. Je vous l'ai dit, tout le monde a les yeux fixés sur le Bitcoin pour voir à quel moment on va passer les 100 000. Tout le monde se dit que Nvidia c'est génial, mais pour l'instant ça monte plus. Tout le monde se dit que le marché va au plus haut de tous les temps, mais pour l'instant on est en train de revenir au plus haut de tous les temps sur le S&P 500, mais c'est pas vraiment encore fait. Et puis cette semaine, alors on aura quand même pas mal de chiffres puisqu'on aura la confiance du consommateur demain, les minutes du FOMC meeting demain qui seront avancées
pour cause de Thanksgiving, bien sûr. Et puis, mercredi, nous aurons le PCE, le fameux chiffre de l'inflation américain adoré par la Fed. Et puis, le PIB américain qui nous donnera un peu de grain à moudre pendant qu'on sera en train de manger la dinde jeudi aux États-Unis avec des pulls moches qui clignotent partout. Et puis vendredi, Black Friday, demi-session aux États-Unis. Là aussi, on va parler de la consommation, du consommateur, combien il va claquer sur sa carte de crédit et combien il va s'endetter encore un peu plus lors de ce Black Friday pour se faire plaisir. Mais la dette américaine, c'est pas grave. L'endettement américain, c'est pas grave. Et puis de toute façon, comme il y a une sénatrice américaine qui a proposé ce week-end de vendre la réserve d'or américaine pour acheter du Bitcoin, c'est vrai que quand ils auront fait ça, que le Bitcoin sera monté à 13 millions de dollars le Bitcoin, à ce moment-là, ce sera peut-être la seule solution pour les Américains de rembourser leur dette de 35 000 milliards de dollars qui d'ici là devrait être montée probablement à plus de 60 milliards. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on commence une nouvelle semaine qui va être très courte, très calme. Alors moi, comme j'ai pas fait de Swiss Bliss ce week-end pour des raisons aéronautiques, on va dire, je vous encourage, si vous avez envie, à m'envoyer vos questions. Je vais en sélectionner une dizaine et puis je ferai une vidéo ou 2 vidéos supplémentaires cette semaine pour compenser mon absence de Swiss Bliss et j'essaierai de répondre à un maximum de vos questions, si ça vous dit. Donc tv@morningbull.live, vous m'envoyez vos questions, je les sélectionne et j'en sortirai une dizaine et je vous y répondrai cette semaine. Puisqu'on parle aussi de questions, ce soir il y aura un webinaire chez Swissquote avec Marco Rastaldi, mon associé chez investir.ch et moi-même. Donc comme une fois par mois, on vous parlera de portfolio management et là aussi, vous aurez l'occasion de poser vos questions en direct et nous on va essayer d'y répondre si on y arrive. Voilà, d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter et d'actionner la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et moi, je vous retrouve demain matin à la même heure et au même endroit. Soyez forts, très bon début de semaine à tous. Bye bye.